3, 2, 1. Et ben voilà, je suis encore là. Vous pensiez que je partirais en vacances. Je suis resté pour le deuxième plateau. Et j'accueille avec plaisir Orly Hazan, directrice générale de Carrefour Banque. Bonjour. Bonjour Orly. Didier Brouat, CCO de Monext. Bonjour. Alors que tu me dis c'est quoi CCO, je sais jamais. Après, Édouard Mandon, CEO de Numéral. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors je reviens à vous dans quelques secondes, juste un petit pitch d'intro quand même. Pourquoi on se retrouve et sur quel thème? Alors bon, c'est toujours un casse-tête de trouver des titres au panel. Alors bon, là celui-là, je sais pas s'il est bien. J'ai appelé ça Paiement Innovation, un univers contrasté. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais dire qu'on rajeunit pas et que ça fait 15 ans que je fais ces plateaux là, et que j'ai un peu l'impression que souvent on revoit les mêmes thèmes. Alors il y en a où ils explosent. Il y en a d'autres, ils meurent, ils revivent. Donc, par exemple, je sais pas, je peux vous donner l'exemple des paiements par QR code où en 2012-2013, j'en avais 4 par jour que je faisais défiler parce qu'avant, j'avais des émissions mensuelles. Et puis, ils sont morts. À un moment, on nous a dit que c'était pas safe, le QR code. Puis, il y a eu le Covid qui a dit que c'était safe. Donc maintenant, il y a le QR code partout. Tu vas à Singapour, ils ont fait le QR code unifié. Chez nous, on en voit partout. Mais on pourrait parler du tap to pay. J'en parlais tout à l'heure. On en reviendra aussi avec Pierre-Antoine sur le fait que ça fait depuis des années qu'on en parle. Puis tout d'un coup, ça arrive. Et puis il y a d'autres choses où on a l'impression que c'est long. Et puis des fois, les basiques qui pètent. On l'a vu, alors j'ai dit tout à l'heure en intro, j'ai parlé du sujet Worldline dont on ne parlera pas là puisqu'on ne parle pas des absents. Moi tout seul je me le permets, mais je ne vais pas vous embêter avec ça. Mais voilà, c'est quand même des sujets industriels. Des fois, même des choses de base peuvent tout bêtement nous arriver. Et donc, après toutes ces années, j'allais dire, où il y avait de l'overbuzz, il y a une petite pause, et puis après on avait l'impression que tout avait été dit. Et puis depuis quelques temps, il y a beaucoup de M&A dans le secteur, il y a Apple qui est de plus en plus présent quand même. Alors pendant des années, ils ont dit mais non, on veut juste être là à côté, en copain. Et puis ils commencent à tout faire quand même. Les cartes, l'épargne, le crédit, enfin tout, mais il n'y a pas le mot banque dessus. Mais sinon, il y a tous les métiers. Donc voilà, tous ces sujets-là. Moi, j'aimerais comprendre c'est quoi la réalité pour des gens qui sont dedans. Donc pas des observateurs comme moi, mais vous êtes vraiment dedans. Et ça va être l'essentiel de mes questions aujourd'hui, vont tourner autour de ça. Et alors, petit détail d'exercice de style, on concentre sur la France. Il y a déjà beaucoup à dire. Et je prendrai peut-être des fois un petit exemple pour vous taquiner sur l'étranger. Mais voilà. Alors, avant d'aller à mes questions, mais qui êtes-vous? On va jouer au jeu du qui êtes-vous? Orly. Avec joie. Merci beaucoup, Laurent. Je suis Orly Hazan. Je suis la directrice générale de Carrefour Banque. Alors, Carrefour Banque, qu'est-ce que c'est? C'est un établissement de crédit qui existe depuis plus de 40 ans, qui est une joint venture entre Carrefour et BNP Paribas et qui met à disposition une carte, donc une carte passe, qui est une carte de paiement. Qui s'appuie sur un scheme d'un des grands acteurs internationaux, d'une part, et également qui fait un établissement de crédit en tant que tel, donc du financement, du crédit et de l'épargne. Donc ce qu'il faut retenir, en fait, c'est 2 milliards d'encours de crédit tous les ans, principalement du crédit renouvelable et amortissable, donc vraiment du crédit à la consommation, et 2 milliards de collecte, donc on collecte en fait au travers de l'assurance vie, mais également au travers du dépôt à vue ou du dépôt à terme. Donc voilà, donc c'est une banque assurance en tant que telle. On est présent dans les hypermarchés de Carrefour, donc on a une présence de près de 200 points de vente dans les hypermarchés de Carrefour, et nous sommes présents sur le digital. Voilà, mais après je répondrai à tes questions de manière plus précise. Merci beaucoup. Même chose pour toi. Mais qui es-tu, Didier? Donc Didier Brouat, CCO. Donc pour répondre à ta question, alors on va mettre développement, marketing, communication. Voilà, je suis membre du directoire de Monext et c'est ma mission. Alors que fait Monext? Alors Monext a la chance formidable d'intervenir sur toute la chaîne de valeur du paiement. Donc on va s'adresser aussi bien à des retailers à qui on va proposer une plateforme de traitement de leurs transactions online, offline. Alors quand je parle de traitement, le traitement, il va du paiement en magasin, du bon moyen de paiement, jusqu'à la réconciliation, qu'elle soit multi-acquéreur, multi-moyen de paiement, etc. On va s'adresser aussi à des banques et fintech, à qui on va proposer le traitement de leurs cartes. On a le
privilège de nous occuper des cartes passes, par exemple. On va travailler également avec pas mal de fintech, puisqu'on a là encore la chance, et ça me ramène sur le sujet de l'innovation, pour dire que franchement, on est un peu picousé par l'innovation à travers l'énergie de nos clients, avec des MangoPay, des Lydia, des Swan, des Nickel, qui nous donnent beaucoup de force et nous permettent d'être inspirés. Voilà. Et en 2 mots, c'est quelle part de marché aujourd'hui sur ces métiers? Alors, j'allais venir sur les chiffres. Je t'ai dit présenter rapidement. Donc, non, mais je suis pas là pour faire du prosélytisme, mais je m'arrêterai. voilà. Donc, on dirait Monopoly. grosso modo, 6 milliards de transactions, dont un peu plus d'1 milliard dans l'univers du online, par exemple, ce qui, selon les manifestants et la police et la FEVAD, doit faire entre 35 et 40% de part de marché en France. D'accord, très clair. Donc c'est pas petit, quoi. Bon, c'est toujours... non, mais beaucoup d'humilité. Voilà, donc c'est pas petit, mais d'un autre côté, on affronte des gens. Enfin, affronter, c'est un grand mot, puisque je pense qu'on n'est ni suiveur, on a notre propre ADN, etc. Mais on est sur un marché qui est parfois fortement concentré. Et le chiffre d'affaires de Monex représente qu'une faible part de la R&D de certains de nos concurrents. Très bien. À toi, Edouard. Enchanté Laurent, bonjour à tous. Donc Edouard, je suis le cofondateur et CEO d'une société qui s'appelle Numéral, qui développe une solution de connectivité bancaire et d'automatisation de paiement pour fintech et banques. Donc on permet à nos clients, qui sont des fintech, des filiales de banques, prochainement des banques, de se connecter à leurs banques partenaires, d'accéder au réseau de paiement et d'automatiser leurs opérations de paiement avec une API, des webhooks et un dashboard unique. Nos clients sont des sociétés que vous connaissez, des grands noms, des Spendesk, des Swile, des Alma, des Expolens, des Flora, Panto, la nouvelle solution marketplace du groupe BNP, qu'on accompagne un peu à la manière d'un Monex dans la construction d'une partie de leur infrastructure de paiement. Nous, on est très tourné sur le paiement bancaire, donc le virement instantané, le prélèvement. Comment est-ce qu'on initie? Comment est-ce qu'on envoie? Comment est-ce qu'on reçoit? Comment est-ce qu'on réconcilie des volumes de paiement importants de manière le plus automatisée possible. Donc encore un maillon dans la chaîne qui n'existait pas il y a quelques années finalement, parce que tu viens remplir un vide où les entreprises se débrouillaient toutes seules. Ouais, alors historiquement, les entreprises utilisaient des éditeurs, des progiciels de solutions de paiement ou de solutions de core banking. Dont on remplace une brique qui est la brique de paiement. Nos clients pouvaient aussi développer eux-mêmes leurs solutions de connectivité bancaire et d'automatisation de paiement. On s'insère dans cet écosystème qui en fait est préexistant mais qui est en train de se redéfinir parce que toutes les solutions ont vocation à se verticaliser, à se spécialiser pour être encore plus efficaces. Alors merci pour cette brève présentation. Rapidement, oui. C'est génial d'avoir invité Edouard parce que le piège dans lequel on était, c'est de réduire l'innovation à la façon de payer. Quand tu nous as envoyé le sujet paiement et innovation, le paiement c'est tellement large, notion d'innovation tellement subjective que le sujet est un petit peu complexe. Le fait d'avoir Numéral avec nous, ça montre que de l'innovation, il y en a partout. Aujourd'hui, dans le paiement, ce qui est attendu, c'est des gains de productivité, des économies, de l'efficacité pour de l'usage pour essayer de drainer le consommateur. Si vous avez écouté Pierre-Antoine juste avant aussi avec la partie Apple, c'est de l'UX client et vraiment orienté des solutions clients. Le client pouvait être B2B. En l'occurrence là, des fois c'était trop abscon pour les gens qui doivent manipuler les paiements dans les entreprises. C'est là où toi t'interviens. C'est aussi un client qui en plus paye. Bien sûr. Donc voilà, je suis d'accord, mais avant de continuer sur ce point, je voulais dire 2 choses. Justement, tu me tends la perche. Mais comment il est là, Edouard ? Edouard, il est membre. Alors, ça me permet de dire à tous nos auditeurs que, en fait, un jour, il m'a écrit, il a vu le mail passer, il dit « Et comment on fait pour venir sur le plateau ?» Je lui ai dit « T'es libre ?» Il m'a dit « Je viens. » Alors, voilà. Donc, déjà, je suis l'homme le plus joignable dans l'écosystème puisque mon email n'a pas changé depuis 1999, ainsi que mon numéro de téléphone. Et il est à peu près sur tous les listings que vous pouvez acheter ou gratuitement trouver sur Internet. Donc, en fait, vous m'écrivez. C'est comme là, les questions. Il y en a qui m'en envoient, vous l'avez. Il y a Bruno Cambounet qui en pose une. Mais Bruno, tu me poses une question pour Pierre-Antoine qui est plus sur le plateau. Donc, il faut me poser pour les 3 qui sont sur le plateau. Donc, voilà, n'hésitez pas à demander. Et j'invite principalement
également des membres ou des gens qui sont piégés, parce qu'en sortant, pour Orly, un bulletin d'adhésion t'attend. Ça marche, c'est Voilà. noté. Donc si vous êtes sur le plateau, c'est soit vous êtes membre, soit vous êtes piégé. Voilà. Donc je vais commencer avec ma liste de questions un peu dans tous les sens, et c'est plutôt pour vous faire réagir et avoir votre point de vue, avec des points de vue forcément très différents en termes d'expérience et de position dans la chaîne de valeur. Pour rebondir sur le précédent plateau, on a terminé par Tap to Pay. J'avais envie de vous poser la question. Donc, toi, tu vois des clients au jour le jour, j'allais dire, en caisse. Toi, tu as plein de clients qui ont besoin de ces solutions. Toi, je suis pas sûr que ça te touche de très très près, mais tu peux avoir un avis de FinTech. Voilà, pour vous, c'est un game changer, le fait qu'Apple, ça y est, arrive dans le sujet, ou c'est Tap to Pay qui est un game changer, ou tout ça, c'est que du buzz. Bon, c'est compliqué en fait à y répondre. L'avenir nous le dira, moi je pense. Ce qui est certain, c'est que c'est quand même une solution, de mon point de vue, qui est quand même très utile et très pratique quand on est commerçant et qu'on a des clients et qu'on souhaite en fait, voilà, payer rapidement et simplement, avec une expérience, comme le disait d'ailleurs ton invité précédent, Pierre-Antoine, que c'était en fait une expérience client qui était très rapide, etc. En revanche, quand on s'appelle en fait Carrefour, de manière générale, qu'on a en fait un système de caisse et avec toute la complexité que ça a, qu'on embarque en fait au travers de notre système de caisse toute la partie fidélité. Donc moi j'interviens en fait C'est la beaucoup. force théoriquement de ton offre. Voilà, de la fidélité, là pour le coup, et qu'on a en fait un système aussi d'encaissement qui est piloté au jour le jour pour des raisons assez simples de net free cash flow, et donc derrière de business, et donc derrière de contact client, et donc derrière de trésorerie. Aujourd'hui, en tous les cas, c'est un travail qui est assez monstrueux en fait à opérer pour pouvoir complètement déployer aujourd'hui Tap to Pay, parce qu'aujourd'hui, c'est des caisses qu'on a. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est oui, c'est intéressant. Deux, ça fait qu'une partie du chemin, c'est-à-dire que ça n'embarque pas tout le reste, qui est quand même non négligeable quand on s'appelle Carrefour et avec la fidélité. L'avenir nous le dira. Voilà. Donc bien malin celui qui essaie de dire. Aujourd'hui, dans l'offre de valeur, ce que tu dis, c'est que c'est sans doute intéressant pour plein d'acteurs, mais pour vous, complètement intégré avec plein d'autres sujets, c'est pas forcément un besoin. Mais par contre, on regarde ça avec beaucoup d'attention parce que c'est clair que ça va aussi, c'est à peu près comme le BNPL et peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Mais c'est à peu près probablement en fait des sujets qu'on regarde déjà de près et qui nous permettront d'accompagner la tendance, parce que pour ça, il faut qu'il y ait un client, et il faut qu'il y ait voilà quelqu'un qui propose cette offre-là. Pour un commerçant de proximité, je trouve ça super. Pour une entreprise comme la nôtre, c'est un peu plus compliqué parce que le net free cash flow reste en fait le cœur du réacteur. On a commencé à travailler sur le sujet il y a très longtemps. Je pense qu'on a travaillé en 2017 déjà sur cette idée de Tap on Pay, qui était un peu le fils spirituel d'un truc qui est un peu morné, qui s'appelait le M-Pos. Pour ceux qui s'en souviennent, mais le M-Pos qui survit bien aujourd'hui. Tu vas dans les taxis à Londres, il y a Izettle, etc. Mais qui avait l'énorme inconvénient de l'appairage. Appairage qui était le fruit, là encore, alors même innovation égale régression, quart frein réglementaire, qui était le fruit simplement, effectivement, des problèmes de certification où tu ne pouvais pas avoir sur le même terminal la partie je mets la carte et la partie logicielle. Donc Square, qui avait lancé un truc aux États-Unis qui fonctionnait avec un lecteur de cassette, grosso modo, avait fabriqué le Tap to Pay entre guillemets avant l'heure, tu vois, avec un mobile entre guillemets qui pouvait encaisser. Donc le sujet, on l'a vu, donc on a imaginé effectivement que c'était un produit pour petits commerçants, marchés, etc. Dans l'absolu, c'est pas aussi simple que ça. On a eu, alors je peux difficilement en parler parce que c'est un peu tôt, mais on a eu des demandes de grosses entreprises pour équiper, entre guillemets, leur parc. Ouais. J'ai du mal à comprendre, pardon, je fais le naïf, mais pas complètement en fait. Quand un gros acteur comme Carrefour ou d'autres a vraiment passé des années à intégrer, à mettre des acteurs en chaîne, parce que la chaîne de paiement est très fragmentée, mais et à maximiser ses frais pour envoyer la carte BNP à la BNP, la carte Caisse d'épargne, enfin faire que tout ça coûte pas cher, parce qu'en général, les distributeurs n'aiment pas payer la partie paiement. Pourquoi tout d'un coup aller sur un truc Apple où on sait que de toute façon, Apple, dès qu'il y a la marque Apple, ça coûte cher? Alors il y a deux trucs. Alors moi, ma réaction, elle est assez simple. Je pense que le Tap to Pay, il n'a pas besoin d'Apple pour vivre, parce que de toute façon, on constate deux trucs. Alors ça, c'est intéressant dans l'usage.
les gens en pilote, qui ont pris le tap to pay, donc tu pouvais imaginer, le premier cas qu'on a eu, nous, c'est un réflexologue. Tu vois, j'ai dit, c'est vraiment un gars d'école, ce truc. En fait, elle prend, c'est pas ton téléphone perso. Tu vas utiliser un device à 200 balles et tu vas faire le paiement. Donc déjà, tu te rends compte que l'idée de j'ai mon téléphone avec lequel j'écris à ma fille et puis j'encaisse les trucs, c'est juste peut-être quelque chose de complètement... On est peut-être à côté. Et alors, si tu remets la note Apple à côté, tu vois, avec 1500 € le terminal, enfin, tu vois, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Il y a un cas d'usage aujourd'hui qui est démontré chez Apple, c'est, sans trahir de secret, tu vois, dans le luxe, aujourd'hui, ils ont des parcours d'achat avec des iPads, et je pense que chez LVMH et consorts, dans la boutique, la conclusion par un paiement sans contact, elle est tout à fait logique. Le parcours qu'il y avait dans un iStore, enfin un Apple Exactement. Store, Mais qui marche quand tu achètes des articles à 5000 balles. Tu es sur un usage. Alors, je ne suis pas prophète, hein, donc je ne sais pas, mais ce que j'ai vu, je constate pour là-dessus deux choses. Petit 1, un usage complètement dédié de ce terminal pour faire du paiement et pas le côté j'utilise le terminal. Et deuxièmement, effectivement, un coût d'accès qui rend quand même pour des grosses flottes le truc improbable, hein, avec une obsolescence programmée au bout de 5 ans, etc. Enfin bon, je pense que là, ça paraît quand même un peu improbable. Mais bon, c'est grâce à Apple, on a l'impression effectivement que le Tap on Pay est né avant-hier ou la semaine dernière, donc c'est magique. Il y a pas mal de membres de l'Axel qui d'ailleurs travaillent sur ce sujet, ont des solutions. Toi, tu travailles avec des partenaires qui ont ces solutions. Tout à fait. Et juste parce que c'est important, notre trésorier à l'Axel, président de la société Famoco, qui lui prêche pour des devices dédiés, sécurisés, pas chers, qui ne sont pas des téléphones. C'est normal, c'est sa paroisse. Mais plusieurs écoles. C'est son boulot. Mais donc voilà, il y a plein d'écoles sur ce sujet. Ok. Et sur le fait que, parce que moi ça m'intéresse, parce qu'on avait déjà vécu la même chose avec le paiement mobile. Quand Apple est arrivé avec son paiement mobile, tout d'un coup, on en parlait partout, c'était formidable. Mais en fait, ça existait déjà en France depuis 2 ans avec Orange Cash, 400 000 clients, et qui faisait encore plus de choses qu'Apple Pay à l'époque, parce qu'Apple Pay a progressé depuis. Mais Orange Cash, il y avait déjà le cashback, il y avait plein de choses. Les journaux détruisaient Orange Cash et encensaient Apple Pay avant même que ce soit sorti parce qu'il y avait marqué Apple. Est-ce qu'on a le même effet ou pas? J'ai pas trop regardé les médias. On a un peu le même effet là ce qui est très intéressant parce que tu posais la question de l'innovation et du temps de l'innovation. Tu posais la question de l'innovation et du temps de l'innovation. Apple Pay s'est lancé en 2014. Lancement, keynote 2014. 2016, lancement en France. Le premier, c'est le lancement en France. Par contre, derrière, il faut un émetteur, un acquéreur. J'ai le plaisir d'avoir à côté de moi le premier émetteur français qui a émis une carte qui était compatible avec Apple Pay, qui était en quelle année 2000, attends, je vais te dire, ça doit être 2016, je sais pas, 17 peut-être, juste après. Moi, j'irais 17, ouais. Mais tu vois qu'il y a un temps réglementaire, d'environnement. En fait, la première barrière à l'innovation, c'est quelque part l'inertie, certains diraient archaïsme, j'utiliserai pas ce mot-là, de l'ensemble de l'écosystème qui va mettre un temps fou, si tu veux, entre l'idée à la rendre compatible sur le marché. Et je rappelle qu'aujourd'hui, il y a encore des acquéreurs qui sont pas compatibles Apple Pay. Je crois d'ailleurs un très gros. Je sais pas. Non, mais on parle là. Oui, tout à l'heure, j'ai vu que tu te retenais de citer des marques. On n'est pas à la télé ici, on peut citer des marques. Donc tout à l'heure, toi, tu disais que tu avais un scheme en particulier. Ils sont tous membres de l'Axel, hein, tu peux y aller. Mastercard. Toi, c'est Mastercard est membre, Visa est membre, ils sont tous membres. Donc c'est pas grave, on travaille tous avec tout le monde. Et je crois que justement, c'est un et non des moindres. Tu m'arrêtes si j'ai une bêtise, mais je crois que c'est le Crédit Mutuel qui est pas. Il semblerait. Et c'est pourtant le plus gros. Mais donc on voit que le temps, tu vois. Oui, mais s'ils ne le font pas, parce que c'est des gens très pragmatiques et qui gagnent plutôt bien leur vie et qui sont plutôt des gens sérieux, c'est peut-être que leurs marchands ne disent pas non plus que c'est tout de suite une urgence. Ou alors il y a un temps projet. Temps projet pour toi Il doit y avoir en fait un temps projet, mais aussi, je reviens vraiment à l'usage client, à ce qu'on attend de le client. Alors tu vois, chez nous, en fait, c'est quoi? C'est 2017, on va dire. On a commencé à le déployer sur notre app mobile. Donc aujourd'hui, en fait, on est en capacité d'utiliser via Apple Pay. Donc du coup, on télécharge dans le wallet. Enfin voilà. Aujourd'hui, c'est près de 17%, 18% de nos transactions. Alors après, on peut se dire, bon, ça fait 5 ans qu'on travaille dessus. Est-ce que c'est suffisant, pas suffisant? Mais on voit bien que les clients, il faut aussi leur laisser le temps. Et alors pour le coup, il n'y a pas que des jeunes, parce qu'on peut se dire, oui, il n'y a que des jeunes, ils ont l'habitude de fonctionner de cette manière-là. Absolument pas. En fait, on a toutes les CSP, tous les âges. En revanche, c'est télécharger
charger au niveau de leur wallet, c'est sur leur téléphone. Et donc, du coup, pareil, pour des raisons de praticité, ils l'utilisent quand ils passent en caisse directement. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire là-dessus. Alors sur le paiement mobile, je ne vais pas trop t'embêter là-dessus parce que j'aurais d'autres questions qui te concernent plus. Pas la peine de t'ennuyer avec ça. J'ai fait exprès. Donc on passe Tap to Pay, on a traité paiement mobile dans la même question. Toi, en point de vente Carrefour, alors je suis un client Carrefour. Globalement, c'est quoi ton principal concurrent? Des cartes bancaires concurrentes ou le chèque qui te casse encore les pieds? Les chèques. non. Alors, les chèques... Parce qu'en point de vente, on les voit, elles galèrent, les caissières avec les chèques. Ouais. Dès qu'il y en a un qui arrive, elles voilà, Ouais. Alors après, je ne sais pas dire, parce que moi, je viens d'un établissement bancaire où on avait encore des back-office qui avaient des chèques. Je crois que c'était pendant la pandémie où il y avait le gouverneur de la Banque de France qui avait sorti en fait une espèce de livre blanc qui disait que les chèques avaient leur avenir à minima jusqu'en 2030 et que ça représentait, je ne sais plus, j'ai plus le chiffre en tête, mais plus de 500 milliards de capitaux qui tournent au travers des chèques en France. Hein. Ouais, de toute façon, à l'étranger, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Donc voilà. Après, nous, dans notre entreprise, chez Carrefour Banque en général, on a refusé les chèques. Donc, c'est-à-dire que quand... alors, c'est une carte de crédit adossée à une réserve. Quand on rembourse parce qu'on a fait un prêt... On ne peut pas faire un chèque parce que derrière, pour des raisons d'OPEX, moi, je n'ai pas les opérations qui le font. Des grandes banques françaises, naturellement... Donc, tu ne seras jamais une banque principale d'un client, c'est pas ton but, toi. Donc, ce ne sera pas le cas. Non, mais de toute façon, on n'a pas le compte. Donc, on n'a pas le cas. Mais en revanche, il y a des grandes banques françaises qui utilisent, du coup, qui ont les back-office et qui utilisent des chèques. Alors, il y a un système de numérisation, d'automatisation, de digitalisation, de tous les termes à la mode qui fonctionnent bien. Mais voilà. Mais donc le chèque en tant que tel, c'est pas un sujet sur lequel on investit massivement. Et comme tu dis, ça nous casse plus les pieds qu'autre chose. Alors, pardon, je rebondis parce que tu dis on n'a pas le compte courant, on n'a pas le machin. Je suis consultant aussi, fin des années 90, le grand dada des consultants, c'est-à-dire à tous les distributeurs qui pouvaient remplacer les banques, parce que vous comprenez, Madame Michu, elle va 2 fois par semaine dans mes caisses, alors qu'elle va 1 fois par mois dans l'agence. Donc la plupart des distributeurs ont essayé à un moment de faire beaucoup plus que juste le crédit. C'est vrai. Carrefour d'ailleurs s'y est attelé au travers d'une carte qui s'appelle Sésame, qui a été ouverte en 2017 et qui a été fermée en 2018 ou 2019. Voilà, c'est ça. Pour des raisons, quand on est un établissement de crédit, et ce qui est le cas, sous supervision de l'autorité de contrôle prudentiel, il y a des règles. Et les règles, elles doivent être extrêmement bien appliquées. Et quand on ouvre en fait un compte bancaire, on a des règles de LCBFT qui doivent s'appliquer. Et donc là-dessus, toutes les diligences nécessaires pour un établissement comme le nôtre, qui n'était pas notre cœur de métier, de se lancer là-dedans, nécessite énormément d'investissement, de savoir-faire, etc. Est-ce que tu dirais que le jeu n'en valait pas la chandelle, en fait? Voilà, le jeu n'en valait pas la chandelle. Et d'ailleurs, la CPR nous l'a notifié en disant, ça ne tient pas la route, votre histoire. On avait des clients, on avait de la demande client. En revanche, on voyait bien qu'on ne savait pas gérer. En revanche, nous, notre métier qu'on fait depuis 40 ans et avec beaucoup de fierté, c'est de se dire comment est-ce qu'on accompagne le consommateur client de Carrefour, fidélité, parce que c'est vraiment notre client et VIP, pour lui permettre de faire ses achats en magasin, en digital, que ce soit chez Carrefour Market, avec du crédit quand il a pas assez quand il y a du crédit, ou des facilités de paiement, ou une carte qui lui permet d'avoir des bénéfices. Voilà, enfin des bénéfices, moins 10, moins 15% sur de la prime bio ou sur du fruits et légumes. Voilà, c'est ça notre cœur. C'est pas d'avoir un compte en tant que tel. J'y reviendrai tout à l'heure sur les datas en particulier. Question pour vous deux. En fait, on va peut-être commencer par Édouard. Même si ton sujet aujourd'hui n'est pas la carte, mais tu connais quand même bien l'univers des paiements. Et je sais que tu auras des choses à dire là-dessus aussi. Il y a 10 ans, on avait fait d'ailleurs pas mal de conférences là-dessus avec tout le lobbying qu'il y avait eu sur la baisse des interchanges. Et puis comme moi, j'ai tous les membres ici, ils sont tous membres. Donc il y en a plein qui disaient « Mais non, mais il faut qu'on se batte !» Bon, ils ont perdu. Donc avec un interchange descendant à 0,23, en tout cas pour le grand public, l'argument clé des schemes, c'était ça va tuer l'innovation. Parce que quand on a des interchanges plus élevés, on peut laisser de la marge à des nouveaux acteurs qui rentrent parce qu'on les rémunère avec cet interchange et il y a matière après à ce qu'ils se débrouillent à faire un business model. On pourrait dire que ça leur donne raison quand on voit que les seuls qui ont la tête hors de l'eau dans les fintech, B2 grand public, j'allais dire, des marques grand public, c'est celles qui servent les entreprises, comme du Spendesk ou du Conto, qui ont de l'interchange entreprise qui est supérieur au pourcent. Voilà. Est-ce que c'est caricatural de dire ainsi? C'est plus compliqué? C'est que du blabla de lobbyiste? Ou bon, finalement, quand même, on n'a pas trouvé la martingale pour payer cette innovation? Ton avis, toi qui es fintecher? Non, je pense que c'est très vrai, effectivement. On a vu beaucoup de fintech réussir avec un business model basé sur la carte et sur l'interchange et sur le partage de l'interchange.
C'est historiquement le cas d'un Conto, d'un Spendesk, d'un Swile. On voit que ça change. Ça a commencé à changer il y a déjà quelques années quand les fintechs se sont dit qu'elles devaient être un peu moins dépendantes de l'interchange et qu'elles ont commencé notamment à facturer de l'abonnement pour avoir un business model qui est plutôt du SaaS que du transactionnel. Et ça a complètement changé il y a quelques semaines, quelques mois avec l'environnement de taux et avec les taux positifs où aujourd'hui, sans trahir de secret, une partie significative des revenus des plus grosses fintechs françaises viennent des dépôts clients et des dépôts clients qui sont rémunérés par leurs banques partenaires. Un avis sur le sujet Et ce qui, par ailleurs, est probablement sain. Ça veut dire que ces boîtes-là ont un revenu mix qui est plus diversifié, qui est plus équilibré et qui est aussi moins sensible à l'un ou l'autre des composants. En espérant qu'on ne revienne pas dans les 10 ans un peu spéciaux, on avait un environnement de taux négatif ou quasi nul, Oui. qui sont une aberration de l'histoire, disait Frédéric Oudéa sur ce même siège ici, mais qui a quand même existé 10 ans. Donc, Oui, c'est la victoire d'un usage, en fait, qui est l'usage de la carte. Et tu vois, en B2B, etc., tu as la montée en puissance de la carte, l'utilisation de la carte, etc. Est-ce que c'est une fatalité? Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas une archi-domination qui finit par exacerber? Est-ce qu'il n'y a pas aussi aujourd'hui un modèle économique qui peut être complètement directif de la part de certains schemes et qui est compliqué? Donc je ne sais pas. Après, il y a d'autres alternatives à venir. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a un usage qui triomphe, c'est l'usage de la carte. On voit arriver du virement, du prélèvement, demain, l'initiation de paiement. On va voir ce que ça donne, si les consommateurs sont prêts. tu disais sur l'initiation de paiement tout à l'heure. Pardon, tu disais sur le Tap to Pay. On en parlait en 2017. Mais enfin, l'initiation de paiement, on en parle depuis. Bien sûr, parce que tu as plein de sujets. Mais pourquoi c'est si long? Mais déjà, tu as un problème de compatibilité, d'API bancaires qui doivent être compatibles, etc. Le deuxième élément, c'est un élément plus d'usage, de valeur Oui, j'allais d'usage. te dire, est-ce que c'est vraiment le problème, la soute? Parce que j'ai un peu l'impression qu'on se casse toujours derrière la soute. Est-ce que le problème, c'est pas qu'avant, il y a un marchand en haut, là, et que c'est pas si simple pour lui d'aller le voir Non, le marchand, il charge de la simplicité. Je crois que ça ramène à un sujet, parce que tu vois, il y a un truc, je me vais faire l'ambassadeur des trucs qu'on m'a envoyés sur les réseaux sociaux, là, parce que c'est vachement important. Le marchand, il veut de la simplicité. Il veut un consommateur qui soit à l'aise, qui consomme bien, qui consomme responsable aussi, parce que je pense que dans le paiement, il y a cette dimension-là qui est en train de rentrer, on n'en parle pas. Mais je vais prendre un sujet, par exemple, qui est le paiement en crypto. Il y a des très belles initiatives aujourd'hui, des PayInnov, etc., je les cite. Sauf qu'il y a un écosystème qui est une interopérabilité aujourd'hui qui est quasi impossible. Avant que dans un Carrefour, on puisse venir payer en crypto, le danger, tu vois, c'est pas, je pense qu'on n'en est pas envie, c'est pas le truc, c'est que juste aujourd'hui, l'interopérabilité des systèmes rend ça compliqué. Et tu vois, tu parles de l'innovation, je pense qu'on peut pas passer à côté de l'œil du crypto dans le paiement, comme on devrait peut-être aborder celui de la blockchain, etc. C'est des sujets qui existent. Mais aujourd'hui, l'essentiel de l'écosystème paiement, il souffre d'une interopérabilité lente, pénible et probablement un petit peu archaïque. Ce qui explique effectivement des PowerPoint en 99 qui sont toujours pas opérationnels en 2023. Alors moi, j'avais testé ça du bout des doigts, et je l'avais déjà dit en exemple à une époque, mais quand j'avais eu la mission de lancer Orange Cash, maintenant il y a 10 ans, on me bloquait de partout et on me disait à chaque fois, c'est la faute de trucs. Il y a toujours quelqu'un pour t'expliquer que c'était la faute de quelqu'un dans la chaîne de valeur. Alors, la seule façon que j'avais eu de comprendre, parce qu'il y a toujours des experts qui me font des slides, en fait, comme j'ai une boîte, je m'étais ouvert un compte commerçant. J'étais revenu chez moi avec le terminal de mon ami Pierre-Antoine à l'époque, un Génico, que j'avais acheté. Vous avez pu voir combien ça coûtait, avec l'abonnement qu'il fallait mettre par-dessus, et avec les 2 cartes blanches, une pour le sans contact et une pour le contrat normal. Et rien que déjà, quand tu as ça, tu te dis que tu as compris que le mec qui a inventé ça, c'est un peu le même qui a fait le lave-vaisselle, on met les couverts en haut, là. C'est le truc qui marche pas, en fait, c'est théorique. Et t'en as plein des comme ça, t'en as plein, tu peux sortir toutes les histoires en tant qu'utilisateur, quand tu es marchand, et que tu vas voir ta banque et les problèmes que tu as, alors c'est résolu maintenant. Je te parle d'un truc d'il y a 10 ans. Les sujets marchent mieux. Mais je trouve que souvent, on ne regarde pas assez, je reprends ce que tu disais, le commerçant au bout, parce que c'est simple pour lui. C'est pour ça, quand on parle de la soute, moi, je me dis, est-ce qu'on a simplifié devant? Non, mais on regarde que ça. En fait, moi, mon métier, c'est de rendre la vie du commerçant plus simple, des équipes marketing, en passant par le DSI, jusqu'aux équipes de la DAF, pour de la productivité, tu vois, c'est que ça. Et en fait, à un moment, il y a des idées, il y a des bonnes idées, etc. Et il y a globalement un écosystème qui rend quand même l'initiative particulièrement difficile. Bon, c'est pas un secret, on a déjeuné ensemble pour préparer. Quand on échangeait sur les fragmentations de la chaîne de valeur.
comment on peut dire que c'est simple en même temps quand on voit que des fois, pour un acte de paiement, il va y avoir 10 acteurs, quoi. Ah ouais, c'est très intéressant. Ouais, c'est très intéressant parce qu'à un moment, à travers une promesse ça va être de plus en plus simple. Donc, je vais prendre un truc, je prends l'orchestration. C'est simple en fait. Antoine en parlait juste avant, ouais. Ça va être encore plus simple parce qu'en fait, tu vas pouvoir simple. Tu peux préciser l'orchestration au cas où il y ait parce que ça nous a, tout le monde ne sait pas. Pédagogie. Pédagogie. Le paiement pour les nuls. Un tableau blanc pour professeur Broa, s'il vous plaît. Ouais, non, surtout pas. Plutôt que d'intégrer Monext, plutôt que d'intégrer Adyen, tu vas intégrer un orchestrateur, donc une entrée. Ça, c'est sur le pays, hein, donc une entrée, et puis ensuite, tu vas taper en fonction des paramètres que tu vas mettre sur, tiens, c'est des paiements en Allemagne, donc Adyen ou Stripe est plus pertinent. Alors, je rappelle que ça a d'abord été inventé pour des PSP au sens collecting. Alors, nous faisons du collecting aussi chez Monext, et c'est important, mais c'est né là-dessus de dire, tiens, on a des taux de transformation ou des coûts qui sont mieux. Stripe en Allemagne, c'est mieux que BzBz, et comme ça, et tu en France, c'est bien Worldline, et à tel endroit, c'est bien truc. Alors, nous, on n'a rien contre les orchestrateurs. Maintenant, toi, moi, je préfère un système dans lequel moi, Monext, je vais intégrer d'autres PSP et pouvoir moi-même, sans passer par l'orchestration, tu vois, proposer exactement le même service. De toute façon, il y a une conviction, c'est que le paiement universel, ça n'existe ou ça n'existera jamais. C'est-à-dire la solution qui te permettra d'être super bon à Paris, à Kuala Lumpur ou et dans toutes les solutions de paiement, ça n'existera pas. Donc de toute façon, à un moment, il faudra assembler des éléments. Comment tu les assembles ? C'est probablement la question à venir sur le marché. Est-ce que l'orchestrateur est la bonne solution dans la mesure où il va te facturer la PSP va te refacturer Là, il y a un problème effectivement de oui, parce qu'à côté de ça, marge. le consommateur final, il veut pas payer. Mais il payera pas. Il payera pas. Enfin, le consommateur ne payera pas pour. J'ai vu un truc la dernière fois. Bon, il me semble complètement illégal, mais il y a un restaurateur qui avait écrit vous payez avec telle solution de paiement. Il me semble qu'en France on n'a pas le droit de faire ça, mais c'est interdit. Voilà, c'est interdit, mais comme il ne doit pas le savoir, il l'a fait. Une surcharge. Il a mis une surcharge, c'est interdit théoriquement en France, il m'a mis en Europe depuis les harmonisations, mais voilà, il s'est mis une surcharge parce qu'il trouve qu'à la fin on lui facture trop. C'est interdit, de temps en temps, c'est quelques-uns qui le font, très peu, mais je veux dire, c'est quand même que certains commerçants, peut-être les petits commerçants et autres, considèrent toujours que c'est un coût qui ne devrait pas exister, que c'est une taxe. Non, mais il y a effectivement, il y avait des célèbres marques de cartes, tu vois, qui fonctionnent avec une compagnie aérienne, par exemple. Si tu veux, le taux étant t'essayes d'être sympa avec ceux légèrement, qui sponsorisent l'émission dans laquelle tu parles, s'il te plaît. Oui. Très légèrement. Non, mais tu vois, et globalement, la surcharge était un concept qui pouvait exister. On reviendra à plein de choses que tu es en train de dire. Tu voulais parler des remontées que tu as eues dans les réseaux sociaux, mais juste parce que je t'ai pas beaucoup donné la parole. La fragmentation, toi, non pas des mêmes sujets, mais cette fragmentation du paiement, c'est un peu ton terrain de jeu. Ouais, nous, on permet à des fintechs de construire leur infrastructure de paiement, des fintechs ou des banques. Et ce qu'on observe, c'est qu'une fintech ou une banque, pour développer une offre de paiement complète, développer son produit de paiement, elle doit travailler avec plusieurs banques. Plusieurs banques dans un pays pour plusieurs moyens de paiement, plusieurs banques dans plusieurs pays pour avoir des comptes locaux, plusieurs banques pour avoir de la redondance. La DSP3 va introduire le fait de devoir ségréguer les fonds clients auprès de deux banques distinctes, par exemple. Et donc la fragmentation, c'est une fragmentation de fait qui est tirée par le business, qui est tirée par la réglementation. Quand tu dis auprès de banques distinctes, c'est par pays ou par offre Non, c'est les fonds de mes clients doivent être ségrégés auprès de banque A, banque B, dans le même pays ou dans deux pays distincts. Et par ailleurs, des régulateurs locaux peuvent imposer à des fintechs ou à des banques de ségréguer les fonds localement, auprès d'une banque locale. Donc ça, c'est une fragmentation de fait qui est tirée par la réglementation, qui est tirée par des exigences business, qui a de la valeur. Ça permet de construire des offres. Ça permet aussi de garantir la protection des fonds des clients. Mais ça tire toute une complexité d'établir des relations bancaires, de s'intégrer avec des banques partenaires, de gérer des comptes et des opérations de paiement entre plusieurs banques. Et c'est cette complexité qu'on s'attelle à simplifier. Revenir sur ce que tu évoquais sur la fragmentation de la chaîne de valeur du paiement, parce que je t'ai complètement coupé la parole au milieu. Il y avait plein d'autres sujets qu'on avait pu évoquer en préparant sur cette fragmentation, entre autres, comment on fait pour gagner sa vie encore au milieu, parce qu'on a toujours l'impression que c'est l'Eldorado, le paiement. On voit passer tout le temps des tonnes de decks, de fintech qui disent je vais faire plein de trucs. Bon, un peu moins, depuis 6 mois, mais quand même. Et en même temps, quand je te parle, enfin toi et tous les autres, c'est on a un métier d'artisan, on gagne pas beaucoup, tu sais.
Alors, je sais bien qu'on a un positionnement qui est de dire une bonne plateforme de paiement, elle doit être plus commerçante que commerçante, mais on va pas prendre le réflexe de se plaindre comme un commerçant. Donc, non, d'abord, tu as voulu parler du marché français. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez atypique dans le marché français, où effectivement, le paiement est depuis longtemps rentré dans un phénomène de commodité. C'est-à-dire, grosso modo, les banques, pendant longtemps, le paiement, finalement, il y avait une négo, on laissait tomber, etc. Et le prix du paiement en France, aujourd'hui, est certainement un des plus bas d'Europe. Parce qu'il y a toute une histoire derrière, parce que le paiement, il était porté par des banques pendant longtemps, pour qui le paiement n'est qu'une partie, si tu veux, de la rémunération. Et quelque part, quand en plus c'était distribué par un réseau, ce qui était souvent le cas, effectivement, à l'arrivée, ce qui était un peu bradé, je mets des guillemets, c'est le paiement. Donc effectivement, aujourd'hui, l'économie du paiement n'est pas extrêmement florissante, et j'en veux pour preuve que la plupart des acteurs historiques qui se sont lancés les premiers dans le collecting en France pour faire du full service, ont quand même tous connu des difficultés financières. C'est beaucoup plus lent et beaucoup plus difficile. Donc effectivement, il y a probablement quelque chose d'assez atypique sur le marché français. Alors, est-ce qu'on peut remonter les prix? Je sais pas. Remonter, ou est-ce que c'est tenable sur la durée, cette hyper fragmentation de la chaîne, où on se retrouve avec plein de gens qui sont interconnectés pour faire un acte de paiement à la fin, parce que in fine, même si personne n'a envie de payer, on paye un moment. Après, il y a un truc qui est vrai aujourd'hui, c'est que quelle que soit la plateforme que tu vas utiliser, grosso modo, on est à isopérimètre pour le consommateur. Oui. D'accord. Vu du client final, il n'y a pas la key-lap, entre guillemets, de paiement qui fait que quand tu es sur Adyen, quand tu es sur Money, etc., tu vas avoir des changements. Donc, il y a un mode commodité, avec tous les risques que tu as, de dire effectivement, tu as une perte de valeur. Est-ce qu'on va... il y a quelques années, j'avais comparé l'avenir du paiement à celui de l'hébergement et au coût de l'hébergement, en imaginant, si tu veux, que tous les 5 ans, ça allait être divisé par 2 et Alors, ça m'a donné tort parce que c'est plus lent que prévu, mais on voit que la valeur, elle est en train de se déplacer. La valeur, elle est dans les services, ceux que tu vas apporter aux commerçants, aux banques, aux fintech. Elle est dans les valeurs aujourd'hui, dans ce qu'on peut apporter, nous, aux clients, ce que tu ne vois pas dans la réconciliation, dans la capacité à apporter des datas, à gérer les taux de transformation, à avoir un pilotage très fin de la performance de paiement, etc. Mais sur le paiement lui-même, et c'est en train de devenir un métier de plus en plus d'experts, tout en ayant, comme tu l'as évoqué au début, une problématique de prod, parce qu'il faut être 24/24, 7/7, complètement opérationnel, et tu vois que si tu plantes une heure un samedi, ça prend des proportions catastrophiques. Oui, mais est-ce que le risque n'est pas, j'allais dire, inhérent à cette fragmentation? Je veux dire, mélanger... Plus tu vas multiplier... Non, mais plus tu multiplies les acteurs... je donne souvent cet exemple, mais avec le Covid, les métiers de l'événementiel ont un peu morflé. Donc, on s'est tous trouvés derrière cette caméra. Mais en fait, ce que les gens savent pas, c'est que pour nous voir là, en fait, c'est pas juste une cam, quoi. Il y a plein de trucs en série. Il y a du Vimeo, du YouTube, du Zoom, du truc. Et alors, c'est que des gens formidables, mais qui font des mises en prod le lundi sans te prévenir. Il n'y a pas de documentation. Et puis, à un moment, tu te dis, mais je comprends pas, quand j'appuyais là, mon flux il partait en live. Ah ouais, maintenant, c'est beaucoup mieux. Faut le paramétrer une semaine avant, c'est mieux. Oui, mais moi, mon émission, elle est demain. Et je suis pas, et que j'ai vu des acteurs dans le paiement où je suis pas sûr qu'ils soient mieux organisés. Merci Laurent. Parce que tu vois, tu viens déjà de donner une espèce de présenter les difficultés de l'orchestration. Tout à l'heure, tu vois, quand tu m'as demandé les chiffres, on fait 6 milliards de transactions chez Monex par an. C'est un métier de prod. C'est lourd, il y a des performances. Il faut être capable de gérer au même moment le Black Friday avec un concert de Madonna et peut-être même un tirage d'euros millions de vendredi 13, etc. Tu vois, c'est un métier, ça. Et une des problématiques qui va se poser, par exemple, chez les orchestrateurs, c'est cette capacité à gérer ça. Des fois très haut, des fois très bas, les pics. Très compliqué. Et le support client derrière quand ça pète. Donc, plus tu vas multiplier les intermédiaires, plus tu vas multiplier le risque. Et est-ce qu'on ne dilue pas la chaîne de responsabilité? Parce qu'in fine, dans tout ça, il y en a un qui est plus gros que l'autre. Celui qui, par exemple, a fait le face-off au distributeur final, etc. Et il y a un petit morceau au milieu, là, qui en fait ne gagne pas grand-chose, mais qui est utile, c'est la petite vis de 12, qui est là et qui
qui a peut-être pas la capacité à tenir, et le jour où ça pète, elle a même pas de quoi payer, j'allais dire, la casse, quoi. Alors, il y a des SLA pour ça, mais je vais te Oui, laisser, oui. En fait, moi, je crois par rapport à ce que tu dis. Pour moi, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est que, en tant que patron d'une banque, les paiements, et ça tu le dis assez justement, c'est un métier d'expertise, de haute technique, et que pour une banque donnée, c'est comme la théorie de Ricardo sur les avantages comparatifs. C'est-à-dire qu'une banque ne s'improvise pas paiement, donc elle s'adosse à un certain nombre d'acteurs industriels qui savent sécuriser la chaîne, apporter de l'innovation et apporter le service associé. Donc ça, pour moi, c'est un sujet qui est quand même assez majeur. En tous les cas, dans mes préoccupations du quotidien, moi, c'est comment j'accompagne les clients dans ce qui se passe sur le pouvoir d'achat, comment j'arrive à collecter l'épargne pour être moins adhérente des marchés, comment la hausse des taux, en fait, impacte mes marges financières. Ça, pour moi, c'est vraiment le sujet qui est principal. Le paiement, on le délègue, en tous les cas, à des acteurs nécessaires qui savent le Donc faire. toi, Et c'est ça, on va juste pas un centre de s'improviser. coût, en fait. Alors, c'est un centre de coût et de profit, parce que derrière, moi, ça m'aide aussi à sécuriser le business, apporter plus de chiffre d'affaires, etc. Donc, c'est vraiment avantage comparatif de Ricardo. En revanche, il y a quand même un point important, c'est que moi, je prends conscience que, comme tu le dis, c'est très fragmenté. Donc, on vous utilise sur une partie, on utilise en fait d'autres acteurs et d'autres partenaires sur une partie. Si on n'a pas, nous, en interne, un peu une espèce de... Alors, c'est pas l'orchestrateur, c'est pas le bon terme, mais quelqu'un, en tous les cas, Quelqu'un qui comprend ce qui se passe, en tout qui cas. comprend ce qui se passe et qui est en capacité d'un peu de synchroniser. Et si on n'a pas cette personne en interne, je trouve ça extrêmement compliqué de pouvoir, de pouvoir comprendre. Un, c'est des métiers très techniques, et deux, c'est des métiers en fait où il y a N partenaires, Mais alors, N étant très important. Et donc voilà. Donc Mais c'est pardonne-moi, mais je trouve, moi j'ai fait du conseil en paiement depuis 2005, c'est comme ça que je me suis retrouvé ici. Mais j'ai l'impression que plus le sujet devient mainstream, moins il y a d'experts. Hein. Plus il y a de gens qui causent et qui disent des trucs, mais en fait, dès que tu creuses, il y en a qui découvrent que chez ma carte, c'est 4 coins. Tu vois, ils te font un grand schéma sur LinkedIn en ayant découvert hier. Oui, qu'il y mais c'est avait pareil 4... sur le digital. C'est Oui, pareil. non, mais sauf que comment, est-ce que tu les surtout, trouves Est-ce que tu les trouves, ces experts dont tu as besoin? Est-ce que toi, tu les trouves en face de toi? Est-ce que toi, tu les trouves en face de toi? Parce que par exemple, c'est le même métier pour toi. Quand tu arrives et que tu proposes une force de valeur, toi, tu as des responsabilités devant des régulateurs. C'est toi qui vas porter un certain nombre de charges pour ces fintechs. Mais encore faut-il qu'en face, ils comprennent la baguette magique que tu leur donnes, quoi. Qu'ils aient le permis de conduire. Tu les trouves? Fintech ou régulateur ou équipe? Je pense que les régulateurs, ils commencent à comprendre, si je peux me permettre. Ouais, et d'ailleurs, les Ils régulateurs sont plutôt pas mal, ont en une France, en tout attention cas. accrue à ces sujets. Mais est-ce que les fintechs à qui toi, tu vas fournir tes services, aujourd'hui, ont acquis cette maturité pour comprendre la complexité des outils que tu leur mets entre les mains, même si toi, tu es là pour les simplifier? Mais c'est des choses compliquées, quand même, le paiement. Comme Je pense que là, en France, on est à la 2e ou 3e génération de fintech. Et on a des fintechs qui maintenant sont grosses, qui ont construit leur infra, qui ont vu la difficulté, les limites, qui les reconstruisent, qui les reconstruisent différemment, notamment en s'adossant à des Oui, mais toi, éditeurs tu comme nous. t'adresses à des plus petites. Nous, on s'adresse à des petites, à des moyennes et à des grosses. Parce que les grosses, ok, elles ont développé. Spendesk, il est très bon maintenant dans ce qu'il fait. Mais toi, tu es aussi là pour aider des boîtes à démarrer. Ouais. Est-ce que les gens qui démarrent comprennent qu'ils mettent les doigts dans quelque chose de pas simple, quoi? Non, il y a un déficit d'éducation et de connaissance de ces sujets. C'est des sujets qui sont très techniques. Il y a assez peu d'experts, notamment des plus jeunes et qui travaillent pour des startups ou pour des scale-up. Un profil aujourd'hui de product manager paiement à Paris, en France, c'est un profil qui est extrêmement recherché, que tout le monde s'arrache, que tout le monde a du mal à trouver. C'est une expertise forte, oui. C'est une expertise qui est à la frontière du business, qui est à la frontière du métier, qui est à la frontière de la techno. de la gestion de la fraude. La gestion de la fraude, et c'est vrai que ça ne s'improvise pas, ça s'apprend. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'école. Autant sur la monétique, on a des écoles, il y a de très bonnes écoles d'ingénieurs qui forment des ingénieurs sur les sujets de monétique, sur le paiement au sens banque, virement instantané, prélèvement, sur tous les sujets connexes. Aujourd'hui, en France, mais je pense, sans me tromper, en Europe, il n'y a pas d'école. Il y a l'école de la vie, il y a l'apprentissage sur le Disons terrain. qu'au UK, pour en avoir fréquenté beaucoup, il y avait la masse. Comme ils ont commencé, si tu veux, quand il y a eu la DSP2, ça n'a fait que régulariser 150 acteurs qui existaient déjà. Donc eux, en 2008, ils étaient déjà là, en zone grise. Nous, on a mis 4 acteurs en 3 ans. Donc, si tu veux, on n'a pas le même historique culturel. Pour revenir à toi, Orly, parce qu'en plus, j'avais promis que je voulais creuser un peu sur ce sujet, parce que l'innovation dans le paiement, c'est pas juste Rito Cinso, une transac, c'est ce qui va autour. Quand je veux utiliser ma carte passe, en général, je veux derrière générer du paiement X fois sans frais, etc. Il y a eu toute cette folie d'innovation à laquelle j'ai participé. J'ai eu tous les acteurs du BNPL sur ma scène, du patron de Klarna au patron d'Alma, en passant par ceux aux US avec Gfiti et ceux... Voilà, j'ai tout su. Ils sont plus discrets en ce moment. Mais
est-ce que ce buzz, ce sous-buzz, finalement, ça c'est le même métier. Ça fait 25 ans qu'on fait du crédit pour aller acheter une télé. Merci beaucoup Laurent. Donc nous, alors avec la carte passe, ça fait ensemble, ça fait quoi? Ça fait 30 ans qu'on fait donc on a des touches, hein, donc on peut faire du 3 fois. Merci, Voilà, Laurent. merci alors. Donc le 3 fois, le 4 fois, le 10 fois, le 20 fois, bon ça on sait faire depuis très longtemps. En revanche, la question que nous on se pose, c'est comment est-ce qu'on peut mettre à disposition ce type de service à tous les clients de Carrefour, quelle que soit leur carte de crédit. Alors, il y a 2 sujets. Il y a un sujet déjà de DCC, donc vraiment de directive du crédit à la consommation, qui fait que ces acteurs, à partir de, ça a été voté là, très dernièrement, en octobre, je crois, la déclinaison en France va prendre 2 ans, donc d'ici 2025. Ces acteurs-là vont devoir demander un certain nombre d'informations vis-à-vis du client. C'est-à-dire qu'ils vont se rapprocher de tes règles, en fait. Ouais, pour vérifier la solvabilité de ce client. C'est-à-dire que si c'est un client, par exemple, qui est fiché Banque de France, vous doutez bien qu'on ne va pas pouvoir. Donc, en fait, faire un minimum de règles de solvabilité d'un client. Donc ça, c'est le premier point. Et cette solvabilité est nécessaire parce que le BNPL risque de devenir, tu vois, buy now, pay never. Et on voit avec un niveau d'impayé qui est quand même assez important aujourd'hui en France, mais parce que pour X raisons, il y a des défaillances d'entreprises plus importantes qu'il n'y paraît, etc. Donc, derrière, il faut faire extrêmement attention. Donc, je pense que la régulation va permettre déjà de normer et de mettre un minimum de prérequis pour exercer ce métier, quel que soit le panier, alors principalement sur les hauts paniers, naturellement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'il y a des besoins clients. Quand on pose la question, il y a 4 Français sur 10 aujourd'hui qui ont utilisé ce paiement, enfin, ces facilités de paiement, et ça va encore continuer. Donc, la manière, c'est comment est-ce que nous, on accompagne ça. Donc, on le fait au travers de notre carte, mais aussi, on fait des partenariats. Donc, on vient de mettre là, sur carrefour.fr, donc vraiment sur tout le non-alimentaire de carrefour.fr, la possibilité de faire du 4 fois. Et aujourd'hui, on voit qu'on a un TRC. Ce que nous, on appelle un TRC, c'est le taux de recours à crédit. Donc, sur un chiffre d'affaires de 100 du non-alimentaire. En gros, aujourd'hui, on a 20% qui est payé au travers de ces facilités de paiement. Donc, on est en train de regarder... Sur le non-alimentaire. Oui, uniquement sur le non-alimentaire. On ne le fait pas sur de l'alimentaire. Donc, uniquement parce que pour des raisons assez d'éthique. Oui, voilà. c'est évident. Mais donc, du coup, sur le non-alimentaire, sur des hauts paniers de type 1 000 euros, 1 500 euros pour de l'Apple, pour d'une télévision, pour, je ne sais pas, divers et variés, pour le GEM, donc le gros électroménager. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est utile. Après, derrière, c'est utile si on arrive d'un point de vue banquier, et je reviens toujours en fait avec des banquiers, de pouvoir utiliser la data pour derrière cross-seller, c'est-à-dire de vérifier à quel moment je peux revenir te proposer une carte, une assurance. On fait de l'IARD, on fait de la MRH, on fait n'importe. Donc à quel moment en fait je reviens pour te reproposer quelque chose. Ce cross-sell aujourd'hui, on a vachement de mal à le faire prendre. Hein. C'était ça la promesse de valeur au début, des consultants aux distributeurs avec les banques. C'était vous allez faire du cross-sell. C'est dur. Ça, on a du mal à le faire. Mais genre, j'ai une question. Vous avez du mal à le faire parce que la réglementation vous empêche de croiser les données dans tous les sens comme vous voudriez, ou même avec les données, en fait. Non, on fait des c'est trucs pas parce que super. c'est pas parce que tu sais que j'ai acheté des couches la semaine dernière que tu vas être capable de me vendre la poussette, quoi. Alors sur l'exploitation de la data, vraiment, on a des équipes en interne qui sont vraiment bien capées. On travaille avec le groupe. Il y a une vraie fierté d'utiliser la data. On fait des merveilles. On pourra expliquer juste après ce qu'on fait. Pour comprendre bien ce que tu es capable de faire aujourd'hui. Tu peux aujourd'hui croiser mes données paniers. Oui. Quand j'achète avec ma carte passe et ma carte de feed, tu sais exactement ce que j'ai acheté, quand je l'ai acheté, sur un historique assez long. Et je cross-sell, ça veut dire que si par exemple toi, Laurent, tu as été chez n'importe quelle autre marque concurrente de Carrefour et que tu as acheté des jeux parce que tu es intéressé, donc derrière j'utilise, voilà, donc j'ai cette information-là. Par contre, tu n'as pas le panier là. J'ai le détail de ce qui est fait et derrière, je suis en capacité de créer des scores d'appétence qui tournent sur du machine learning. Moi, c'est des trucs très, 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 très automatisés. Donc, ces scores d'appétence font que, couplé avec des offres Carrefour, je te refais revenir dans l'enseigne avec des offres canon qui fait que, parce que tu as acheté ce jeu-là, tu seras intéressé par autre chose et donc derrière de créer le lien. Mais là, quand on parle, on a l'impression que c'est super, ça marche, mais juste avant, tu viens de me dire ça marche pas bien. Là, je te parle sur la carte, notre carte passe. Par revanche, sur le BNPL, sur toute carte, c'est là où moi j'ai du mal. C'est là où tu as du mal. Voilà, c'est là où j'ai du mal. Sur cette partie-là. Sur cette partie-là, aujourd'hui, en tout cas, on a du mal. Alors peut-être qu'on ne s'y prend pas suffisamment bien, peut-être qu'on n'a pas encore la maturité nécessaire pour pouvoir le faire. Donc, moi, je prends aussi notre maillon. C'est pas le problème des autres, c'est probablement aussi notre problème. Est-ce que c'est pas des clients appétents à ça ? Enfin, des gens qui vont juste faire des petits 3 fois. Peut-être.
C'est ce qu'on, À en tous suivre, les en tout cas, cas. à suivre. Voilà. À suivre. Je suis hors délai complet. J'ai encore 3 personnes qui attendent derrière. Charlie Perrault des Échos, Hubert de Vauplane, avocat qu'on ne présente plus, et Adrien Touati, président et fondateur de Manager One, qui attendent pour le plateau d'après. Donc je ne vais pas pouvoir continuer avec vous, même si j'aurai encore plein de questions. Je vous laisse peut-être un petit mot chacun, parce qu'il y a plein de choses que je n'ai pas posées. Alors je terminerai par toi, mais tu es peut-être celui qui a le moins parlé. Est-ce que tu as quelque chose Parce que finalement, je me suis laissé entraîner dans des conversations. Est-ce que tu voulais peut-être évoquer un dernier point ? Non, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'innovation qui est visible des clients. Ce dont on ne se rend pas compte, c'est de toute la complexité qu'il peut y avoir derrière une expérience utilisateur de paiement, derrière un produit de paiement, que ce soit une carte de paiement, une carte de fidélité, du BNPL. Complexité que toi, aujourd'hui, tu maîtrises et que tu Que mets à nous et d'autres. Oui, mais c'est Exactement. Toi, c'est ton offre, c'est ton positionnement, c'est d'avoir intégré cette complexité pour que les fintechs qui viennent se lancer se lancent. Alors, peut-être juste, moi-même, je déborde, mais une question. Ton marché principal, c'est donc les fintechs Aujourd'hui, c'est les fintechs. De plus en qui ont plus, les froid en ce filiales de moment, banques. quand même. Et demain, les banques. Oui, donc il faut que tu arrives à trouver des relais, parce que les fintechs, en ce moment, c'est pas celles qui payent le plus, quoi. C'est un marché qui reste en croissance. Si on prend le marché des établissements de paiement et de monnaie électronique, qui est un bon proxy de la fintech, c'est un marché qui, en volume et en valeur, continue à croître année après Mais année. disons que c'est important que tu regardes aussi d'autres... Et donc aujourd'hui, il y a même des banques qui peuvent avoir besoin de toi, alors que c'est leur métier. Alors, il y a étonnamment la majorité des banques qui sont, par exemple, sous-participants SEPA, donc qui n'accèdent pas directement au réseau SEPA, qui accèdent via une banque partenaire. On facilite ces Donc toutes les banques de intégrations. second rang, pour toi, Exactement. c'est ta cible. Tu as Exactement. pris ta carte de membre à l'OCBF et tu diffuses. Prochainement. T'as intérêt. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Merci, Laurent. Un petit dernier mot, Didier. Le sujet était vaste. Trop vaste pour 45 minutes. 45 minutes, c'est hyper frustrant. Voilà, donc, Tu reviens en deuxième semaine, on fera un truc. Non, mais globalement, on voit bien, la clé, c'est la promesse de valeur qu'on va apporter aux consommateurs, aux commerçants, à la banque, à la fintech, et l'innovation n'a de sens que pour ça. C'est pour ça qu'il y a certainement d'autres sujets qu'il faudra aborder, parce qu'il y a quand même plein d'innovations qui sont dans les starting blocks. Tu vois, on a parlé tout à l'heure très, très brièvement, effectivement, de l'impérialisme scheme. Donc, qu'est-ce qui va se passer demain ? Quelles sont les alternatives ? Il y a plein de sujets à suivre, donc avec plaisir. Et ça me permet de rebondir quand tu dis qu'on aurait besoin de plus de temps. Alors, ça va prendre un peu de temps chez nous aussi, parce que l'Accès reste une association, avec le temps d'une association. Mais nous avons lancé un projet que je présenterai à la prochaine Assemblée Générale du 19 décembre, de migration de plateforme qui nous permettra beaucoup plus facilement que vous, membres, je dis vous, je t'inclus, puissiez monter comme ça des petits webinars pour nos membres. Sans forcément que moi je sois là, parce que j'adore être là, mais comme je suis président quand même à titre honoraire, et je ne peux pas faire ça tous les jours. Donc par contre, bientôt, vous pourrez vous-même, sur des thèmes que la communauté proposera, directement dans l'appli, alors pas sur Studio, parce que le Studio, on ne va pas non plus le réserver toute l'année, mais facilement avec nos webcams et participer sur un sujet qui seront d'actu, plutôt que de parler de viande froide. Là, on avait du bol, l'actu est super chaude. Mais il y a des fois où on arrive trop tard avec un panel. Et bien, nos membres pourront créer directement sur la plateforme, donc ça viendra à l'échéance du printemps prochain, on en reparle tous ensemble. Ouais, je pense que ça, oui, et puis je pense que le danger de l'exercice, et ce qui souvent est fatigant, c'est que ça tourne à du multiprosélytisme des petits intervenants. Et justement, c'est ça qu'on doit s'interdire. Tu vois, il y a un moment, je pense qu'il faut qu'on rentre dans les sujets. Et, là, je vous ai trouvé en tant que garde-fou, tu dois assurer ta mission. Oui, mais j'ai trouvé qu'aucun de vous, c'est même moi qui vous ai demandé de ce que vous poussez un peu sur ce que vous faites, parce que sinon, on ne saurait pas. Non, vous avez plutôt bien joué le jeu. C'est vrai que des fois, on tombe sur ça. Je suis le plus beau. Alors quand même, on termine avec la plus belle. Dis-nous quand même. Mais non, mais merci de m'avoir. En tout cas, on a passé moi, j'ai passé un moment fantastique. Merci infiniment. Voilà. Merci beaucoup. Laurent. Et donc, pour tous les courageux qui sont encore avec nous, restez avec nous encore 45 minutes. On va être un petit peu en retard. On finira vers 5h15 aujourd'hui, puisque dans 2 minutes, je reçois mes amis des chroniques du PFC. Donc, vous le savez, c'est le moment où on ne parle pas sérieusement du tout de choses très sérieuses, ou le contraire, à vous de juger. Donc c'est dans 2 minutes exactement. Et en attendant, un petit extrait de la dernière émission. Je ne sais plus quel est l'extrait. Ah si. C'est un extrait avec Bertrand Janet, CEO de Powens, qui nous parlait un peu des promesses plus ou moins ratées de la DSP2. Je le laisse exprimer. La complète est sur YouTube. Et moi, je vous retrouve dans 2 minutes. À tout de suite, la suite. 3, 2, 1.